Audio Jungle. International News, London Ivoire TV. International News with London Ivoire TV, the platform of African development, African diaspora. Dear viewers, hello and welcome to London Ivoire TV. I'm Jenny, your breaking news presenter, and special greetings to Shiloh London Ivoire TV, CEO London Ivoire TV, in its concern for mass education and the research of the unreleased to inform you, which is the first of our mission leitmotifs. On this day, as a privilege, we offer you Mr. Dacoury Richard, who remained in the shadows, deep silence away from the media, but opening up to London Ivoire TV as a trusted TV channel. But who is Richard Dacoury? This enigmatic one who continues to have a crucial impact on the Ivorian national and international political scene. The answer is simple. Let's follow this interview, ladies and gentlemen. Dacoury Richard is the president of the Sorbonne, space of free expression and exchange. Member of the Alliance of Youth for National Startle, plebiscite leader Youth number 2 Ivorian journalists and media, after the Charles number 1, Blake Goudet of the Patriotic President, director of Ebourny Corporation Galaxy. It should be noted that Richard Dacres is one of the investigators of the resistance with the bare hands, trainer profession policy, and awakening of consciousness panafricain, door banner of patriotism Ivorian, and finally policy of the Échiquier, host national and international. Bonjour Monsieur Richard Dacoury. Bonjour. Pourquoi êtes-vous connu sur l'étiquette du président de la Sorbonne? Que représente le Sorbonne ivoirien pour vous, monsieur? La Sorbonne d'abord porte le nom de l'Auguste Université parisienne, et qui est un écrivain et philosophe français. Et donc pour nous, la Sorbonne c'est l'université à ciel ouvert. Donc pour être plus précis, c'est comme Speaker's Corner, donc c'est l'espace de la restauration spirituelle et intellectuelle. Comme on le dit, c'est l'espace de la consommation de la parole. C'est l'espace de la formation. C'est l'espace de la culture où les sujets très importants sont abordés. Les sujets d'ordre philosophique, politique, social, sociologique et sportif. Donc on parle de tout à la Sorbonne. Mais c'est l'espace où se retrouvent des rhéteurs, des rhétoriciens qu'on appelle les maîtres de la parole. Mais ce n'est pas la parole qui bavarde, c'est la parole qui transforme, c'est la parole qui forme. Parce que la Bible dit à Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire qu'il faut la connaissance. Pas de connaissance, alors là on périt. Et donc nous sommes dans le rôle de former les Ivoiriens, de formater leur esprit pour qu'ils soient conscients de l'avenir de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient conscients de l'avenir de l'Afrique. Nous avons tous les sujets pour, renforcer, nos capacités intellectuelles, mais également pour pouvoir éclore. Et éclore, il faut être formé. Donc c'est ça la Sorbonne. Et ça, je vais dire que c'est libre. Donc l'université est libre, tout le monde y vient. Il y en a aussi, si je me trompe, si je ne m'abuse, en France, des jardins. Mais en fait, ça ressemble à l'époque, grecque.
au temps d'Aristophane, de Socrate, voilà, où les philosophes vont pour former, pour partager le repas de l'intellect, pour partager le repas de l'intelligence, pour partager le repas de la sagesse, pour partager, je vais dire, le repas, je vais dire, de la rhétorique. C'est très important. Et ça, nous sommes dans une dynamique de formation. Et nous avons réussi. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont véritablement formés. Politiquement, je veux dire. À l'heure où la Côte d'Ivoire traverse une crise politique, victime de puissances étrangères, vos collaborateurs proches, notamment Blé Gudé et le président Gbagbo, sont incarcérés injustement à la Cour pénale internationale de la Haye pour un procès qui dure depuis des années et qu'on n'arrive pas à établir leur culpabilité en mots à ce sujet. Je pense que pour ce procès, pour moi, c'est la déchéance politique. Les polyarchies occidentales, aujourd'hui, sont sans couvert, sont en train de présenter au monde entier qu'ils ne sont pas prêts à venir pour l'indépendance vraie de l'Afrique. C'est ça. Ce procès, c'est le décès véritable des institutions républicaines. Ce procès, c'est le décès des libertés fondamentales. Ce procès, c'est le décès de l'indépendance de l'Afrique. Ce procès, c'est pour soumettre l'Afrique. Ce procès, c'est pour conduire les Africains comme des moutons comme des moutons de panurge, pour les tondre avec beaucoup plus, je vais dire, de moquerie. Ce procès-là, c'est le procès de la honte. La honte pour ceux qui veulent soumettre l'Afrique et la honte pour ces polyarchies, j'ai dit, occidentales. C'est une honte. Monsieur Dakouré, quel regard portez-vous sur l'accusation et de témoins en particulier, le général ex-chef d'état-major Philippe Magnou? Son rôle, c'est d'accuser. Mais Fatou Bensouda n'a pas le beau rôle. Parce que cet Auguste Prétoire a besoin véritablement, je vais dire, que des personnes qui ont commis des crimes contre l'humanité y soient. Et comparer et répondre de leurs actes. Malheureusement, ce sont les victimes qui sont à la CPI. Et quand nous écoutons les charges de la procureure, cela est véritablement, je vais dire, contradictoire même aux faits politiques en Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous lisez tout ce qu'elle reproche, mais ça donne l'impression d'écouter les médias européens. Ce sont un ramassis, je dirais, un véritable salmigondis d'arguments, je dirais, argutis, pour, je vais dire, salir, pour détruire l'image de marque du président Laurent Gbagbo qui s'est battu pendant 30 ans pour la démocratie. Donc c'est ça. Donc Fatou Bensouda est dans le mauvais rôle. Elle a visé sur les mauvais chevaux. Je pense que ceux qui ont commis des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire, qui ont tué des vies, qui ont violé, violenté et brûlé des personnes vives, existent au jour d'aujourd'hui. Et les rapports de défense des droits de l'homme contre ces chefs de guerre, ces rapports sont nombreux. Vous vous souvenez du génocide du peuple Oué, à Petit Diopoué. C'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Plus de 1000 morts, des enfants qui ont été jetés dans des puits, des vieillards qui ont été calcinés, des femmes qui ont été violées. Et ces rapports existent. Ce n'est pas caché. Malheureusement, ces rapports sont dans les tiroirs de la CPI et qui manifestement a choisi son camp. Donc nous sommes aujourd'hui dans, je veux dire, dans un rapport de force. Ici, c'est la justice des vainqueurs. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est le prolongement de la justice ivoirienne au plan international. Voilà ce que je voulais dire. Donc, Fatou Bensouda, tout ce qu'elle a dit, vraiment, franchement, tout son chapelet d'accusation, c'est juste. Mais les auteurs sont encore à Abidjan. C'est ce que je vais dire. Connaît-il du plan commun que l'accusation brandit? Et avez-vous été cité dans ce plan? Non, je n'ai pas été cité dans le plan commun. Voilà ce qui a été dit. Que le président Laurent Gbagbo a mis en place un plan commun qui daterait des années 2000. D'abord, elle avait dit que c'était après la crise post-électorale. Maintenant, ce n'est plus maintenant après la crise post-électorale, c'est maintenant depuis 2000. C'est-à-dire que depuis 2000, il y a eu une planification des tueries, de l'assassinat des musulmans et des nordistes. Donc, il y a eu un plan commun. Et moi, on dit mon nom, on dit que j'ai été en compagnie de Charles Blé Gudé à la résidence du chef de l'État le 2 novembre 2010, de 13h à 23h. Mais si c'est ça qui fait de moi
un acteur du plan, ou bien, je vais dire, quelqu'un qui a participé au plan commun, mais c'est que le nonce apostolique aussi. Il est allé voir le chef de l'État. Soro Guillaume est allé rencontrer le chef de l'État. Il y a eu plusieurs personnalités politiques et des ambassadeurs qui sont allés voir le chef de l'État. Donc nous tous on est dans le plan commun. Vous savez, le plan commun c'est quoi? Ce plan commun, je veux dire que c'est un fantasme de la procureure Bensouda qui dit voir, il y a une planification de la destruction, mais de l'assassinat des nordistes et des musulmans, qui parle de 2000. Donc un tel plan, c'est vrai qu'il y a des documents comptables qui doivent exister, préparés. Et quel est le résultat? On nous parle, oui, il y a eu 3000 morts. Mais parmi les 3000 morts, il y a beaucoup de probablement qui ont été tués. Souvenez-vous des 1000 personnes, femmes, vieillards et enfants, qui ont été lâchement assassinés. Devant encore, ce qui est plus grave, devant les casques bleus de l'ONU. C'est dans un camp à Naïbli. Devant les casques bleus qui étaient supposés les protéger. Et c'est devant eux qu'il y a eu ce massacre. Et c'est très grave. Donc s'il y a un plan commun, c'est eux qui avaient le plan commun. C'est eux qui ont tué des populations, qui ont violé des femmes. Et les organisations de défense des droits de l'homme ont des rapports. Et ces rapports sont clairs et nets. Malheureusement, ça n'intéresse personne. Vous comprenez? Donc au jour d'aujourd'hui, quelqu'un qui est ouvert et qui l'a dit une fois, comme je dis en 90 à Gagnoua, dans son fief, que ceux qui me suivent, parce que je suis de cette région, je n'ai pas besoin de vous. Mais ceux qui me suivent pour mes idées, je vous accueille les bras ouverts. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'est pas intelligent et sage qu'un homme politique se base sur son ethnie pour faire de la politique. Parce que la Côte d'Ivoire a une réalité. Il n'y a pas une ethnie qui est plus importante qu'une autre ethnie. C'est une mosaïque et il faut tenir compte de cela. Voilà comment donc Gbagbo a bâti sa politique sur ça. Donc, et autour de lui, toutes les personnalités du nord, de l'ouest, du centre, de l'est, tout le monde se retrouve dans son parti politique. Donc il ne peut pas travailler avec des nordistes, travailler avec des musulmans dans son parti politique, se battre pour des valeurs, et puis se permettre d'aller assassiner des gens. Vous savez, dans cette affaire, il faut relever deux éléments. Il y a l'élément intentionnel et l'élément matériel. Est-ce que Gbagbo avait l'intention, ou bien dans ses paroles, ou bien dans ses actes, est-ce qu'il avait l'intention de massacrer les populations du Nord? Est-ce qu'il avait l'intention de tuer des musulmans? Gbagbo était toujours pour la paix. En 2001, n'est-ce pas Gbagbo qui a fait entrer Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, respectant les dispositions constitutionnelles? L'article 12 de notre constitution demande qu'aucun Ivoirien ne soit aujourd'hui en exil. Malheureusement, cet article existe, mais nous, je suis en exil là. Bref, c'était une petite bifurcation, je reviens sur l'essentiel. Il a fait. Donc, il a créé toutes les conditions. Et quand ils sont rentrés au pays, il leur donne des gardes du corps, des maisons, et ils sont payés. Parce qu'ils ont été premiers responsables du pays, d'autres ont été premiers ministres, président de la République, et ils ont eu, je vais dire, tous les honneurs. Et c'est Gbagbo Laurent lui-même qui a décidé au nom de l'article 48 pour apporter la paix dans son pays, que Ouattara et Bédié soient candidats. Donc, à partir de quel élément factuel pourront-on penser que Gbagbo avait l'intention de massacrer les populations depuis 2000? C'est aberrant, c'est ulcérant. C'est grave. Ce mensonge ne passera pas. Je dis bien, c'est un songe et un mensonge. Fatou Bensouda se trompe. Mais malheureusement, dans leur je vais dire, équipe, il n'y a pas d'avocats qui connaissent la Côte d'Ivoire. Ils méconnaissent véritablement la réalité politique, les réalités historiques de notre pays. C'est ça qui est dommage. Mais vous savez, quand vous êtes dans le faux, vous ne faites que du faux. Donc les faux se marient. Et ces faux-là seront démasqués déjà. Et d'ailleurs, ils le sont déjà. Ils le sont déjà. Parce que quand on écoute toute la rhétorique de l'accusation, ça fait rire même les profanes. Ceux qui ne connaissent même pas, qui n'ont aucune connaissance du droit, ils rient. Voilà. Et d'ailleurs, on dit encore, oui, mais pourquoi est-ce que le président Laurent Gbagbo sourit? Pourquoi est-ce qu'il rit? Le rire, c'est très important. Le rire présente ton état d'âme. C'est ça, le rire. Un accusé peut se mettre à rire, peut sourire ou peut se mettre en colère. Ça, c'est très important.
Donc le juge devait procéder par ce qu'on appelle la psychologisation des accusés. C'est-à-dire à partir de ces éléments, de cette présentation, de cette structure physique, le juge peut comprendre si ce qui est dit, s'ils acquiescent ou bien s'ils sont contre. Et ça peut le motiver dans sa décision. Donc l'expression du corps, du physique est très importante dans cette démarche-là. Mais quand tu dis au père de ne pas sourire, de ne pas rire, et tu permets à ceux qui accusent de rire et de sourire, mais c'est grave. Donc eux qui accusent peuvent rire et sourire, alors qu'ils accusent un innocent. Je pense que c'est des questions périphériques qui n'ont vraiment rien à voir avec le sujet essentiel. Donc je pense qu'ils sont en train de faire de la diversion stratégique. L'accusation n'a plus rien à dire. Ils n'ont plus, leur acte de défense s'est ramolli. Et c'est ça qui est bien pour nous. Mais ils verront. Ce n'est que le début du commencement. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que, par la grâce de Dieu, il est en train de pleuvioter sur leurs intentions. Mais bientôt, c'est l'ouragan qui va emporter toutes les arguties. Monsieur Dakouré, dans la déclaration préliminaire, la procureure refusait qu'on parlait de qui a gagné les élections. Fatou Bensouda ne fait-elle pas de droit dans ce acte? Elle-même en parle. Je pense qu'il y a quand même... bon, j'ai pas envie d'être un peu insolent, mais je pense que quand même... Fatou Bensouda, souvent, je souhaite qu'avant qu'elle ne parle, qu'elle prenne son calme et qu'elle s'exprime bien. Parce que quand elle dit qu'on ne vient pas ici pour dire qui a gagné les élections, mais c'est elle-même qui dit qui a gagné les élections, elle donne les informations. Elle en parle. Elle dit Laurent Gbagbo veut se maintenir au pouvoir et c'est pour cela qu'il a mis un plan commun en place. Bien. Mais pourquoi se mettre au pouvoir? Parce que pour elle, Gbagbo a perdu les élections. Donc il ne devait pas se maintenir au pouvoir. Donc ça veut dire que déjà, elle est dans la ligne même des polyarchies occidentales qui ont tous dit que Alassane Dramane Ouattara a gagné les élections en Côte d'Ivoire. Donc c'est ce qu'elle reprend. Elle ne dit pas autre chose. Donc pour elle, c'est Ouattara qui a gagné les élections, c'est ce qu'elle dit. Donc les autres aussi doivent aussi répliquer pour dire non, Ouattara n'a pas gagné. Donc elle en parle. Donc le dit, c'est vraiment, je vais dire, c'est contradictoire. Effectivement, en Côte d'Ivoire, il faut qu'on sache qui a gagné les élections. Parce que c'est celui qui a perdu les élections qui est la base des troubles. C'est ça. Et si nous sommes des démocrates, il faut qu'on en parle. C'est tout à fait important. C'est même d'ailleurs même l'épine dorsale même du procès. C'est le sujet principal. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas aller faire... Vous faites une dissertation et on vous demande de ne pas parler du sujet principal, mais de parler des effets. Tu comprends? Non, de la cause. Mais on ne peut pas parler des faits sans parler de la cause. Et c'est Fatou Bensouda, je me demande si... Qu'est-ce qui ne va pas? Fatou, qu'est-ce qui ne va pas? Fatou, qu'est-ce qui ne va pas? Réveille-toi. C'est pas le moment de dormir. Réveille-toi. Réveille-toi. Ça, ce n'est pas du droit, c'est du juridisme. Je pense qu'il faut qu'on soit sérieux. La Cour pénale internationale est vraiment très sérieuse. Et il faut qu'on soit sérieux. Et je leur demande d'être vraiment sérieux. S'il n'y a rien, eh bien, je veux qu'elle cesse les poursuites. Parce qu'il y a possibilité aussi de dire, bon, écoutez, on a tout fait, bon, il n'y a rien, c'est bon. Parce qu'elle a fait un aveu. Un aveu en Centrafrique. Un homme politique centrafricain, vous, elle a dit dans le dossier de Laurent Gbagbo, il n'y a rien. Mais oui, je vais démentir, mais c'est difficile, effectivement, il n'y a rien. Elle n'a même pas besoin de démentir parce que tout le monde sait qu'il n'y a rien. Donc elle a dit, effectivement. Elle le dit comment? À travers ce qu'elle dit, à travers l'accusation, à travers sa démarche, on sait qu'elle est dans le faux et elle-même le sait. Donc les élections, il faut qu'on en parle. Qui a gagné les élections? Eh bien, cher ami, Laurent Gbagbo a gagné les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Pourquoi? Barack Obama, quand il est venu au Ghana, il a dit Africa doesn't need a strong man. Africa needs a strong institution. C'est-à-dire, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Mes chers amis, les institutions ivoiriennes ont parlé. Et dans ces institutions, il y a le Conseil constitutionnel, qui est le juge des élections. La CEI, c'est la partie administrative. Or, celui qui donne la décision finale, c'est le juge. Comme aux États-Unis, la Cour suprême, comme en France, le Conseil constitutionnel, comme dans d'autres pays, la Cour constitutionnelle. Une fois que la Cour constitutionnelle a donné la décision, cette décision est insusceptible de recours. Voilà la vérité, voilà la réalité. Donc, les institutions ont parlé. Ce n'est pas Laurent Gbagbo qui s'est autoproclamé président.
c'est le Conseil constitutionnel, au regard de tous les éléments dont il disposait, au final, a dit le président Laurent Gbagbo, a gagné les élections. Voilà. Mais la CEI n'a donné aucun résultat. Et je mets quiconque au défi, tous les juristes ivoiriens et africains, y compris même les hommes politiques et les historiens, de me démontrer le contraire. La CEI n'a pas de procès verbal. Ça n'existe pas. Or, le procès verbal obéit aussi à certaines dispositions. La CEI n'a pas de résultats. Les résultats donnés par Youssouf Bakayoko sont les résultats de Youssouf Bakayoko et donc de la CEI. Parce que les résultats qu'on donne, qui ont été donnés au premier tour, ces résultats ont suivi véritablement une procédure administrative. Vous allez remarquer que tous les commissaires, les 19 commissaires qui composent la CEI étaient autour de Youssouf Bakayoko. Et c'est là que Youssouf Bakayoko a donné les résultats. Et lesquels résultats qu'il a transférés au Conseil constitutionnel pour validation. Et c'est le Conseil constitutionnel maintenant qui, en dernier recours, a donné alors les résultats finaux. Vous comprenez? Et c'est ce Conseil constitutionnel qui a dit que le président Laurent Gbagbo vient en tête et que Alassane Ouattara était en deuxième position et que les deux partaient pour le second tour. Et l'ONUCI, qui avait le rôle de certification, c'est-à-dire c'est pas l'ONUCI de dire qui a gagné les élections. Le rôle de certification de l'ONUCI, c'est de dire si les élections sont déroulées dans de bonnes conditions et si les dispositions ont été respectées. Et au premier tour, Choi, qui était le représentant du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire, il a produit une déclaration dans laquelle il a dit que les élections se sont bien déroulées et que quelque part il y a eu des difficultés au niveau logistique, mais en fin de compte, les élections se sont très bien passées. Il n'a pas dit que voilà les deux qui viennent au second tour. Il n'a pas le droit. Parce que dans la certification, il n'a pas cette prérogative-là. Pourquoi maintenant c'est au deuxième tour que lui dit que l'ONU reconnaît? Votre numéro en bleu des traités des miliciens. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que ça c'est la contrefaçon de l'histoire. Le dire, c'est vraiment s'éloigner véritablement de la vérité. Charles Blé Goudin n'a jamais été milicien. Il n'a jamais d'abord même soutenu cette idée-là. C'était un démocrate. Quand il est arrivé d'Angleterre en 2002, il nous a invités à la Cité Rouge et nous avons formé l'Alliance de la jeunesse pour le sursaut national. La Cité Rouge. Et nous avons dit notre combat, c'est le combat aux mains nues. Vous savez, et lorsque nous sommes sortis pour la première fois, la presse française a dit « Oh, ces jeunes sont manipulés par l'opposition ». C'est-à-dire, au lieu de donner les informations, ils étaient en train de faire des commentaires, tu comprends, et un procès d'intention. Mais toutes nos manifestations sont faites devant tout le monde. On invite la presse nationale et internationale. Et c'est vrai que pour mettre fin à toutes ces diatribes qui ont véritablement tympanisé le monde entier, qu'est-ce qu'on a fait? On a toujours exigé aux Ivoiriens de lever les mains pour dire que nous nous battons les mains nues. Donc nous utilisons les moyens d'expression démocratique. Nous faisons des conférences, nous faisons des sit-ins, nous faisons la mobilisation populaire. Et au jour d'aujourd'hui, la place qui est la référence préférentielle des Ivoiriens, c'est la place de la République. Vous comprenez? C'est la place de la République à Abidjan. Et c'est là que venons toutes nos manifestations. Donc je suis vraiment surpris qu'on dise que... Et puis d'ailleurs, où se trouve cette base? Les miliciens. Où ça se trouve? S'il y a une milice, ce sont les dozos. C'est la rébellion. Voilà la milice. Mais nous, si les Ivoiriens qui viennent les mains sont une milice, bon, peut-être que vous savez, les termes changent aujourd'hui. Nous avons peut-être en face de grands académiciens. Vous savez, les accusateurs sont tellement forts. Ils ont du génie. Donc ils peuvent transmettre l'ivraie en vrai et le vrai en ivraie. C'est simple. Sinon, malheureusement, pour eux, il n'a jamais été un milicien. Il n'y s'y est jamais intéressé. C'est un civil amoureux des principes de la démocratie, amoureux de la liberté, amoureux, je vais dire, de la Côte d'Ivoire souveraine. Il est amoureux de tous les Ivoiriens. Et il ne peut pas se permettre de tuer les Ivoiriens. Donc, nous ne sommes pas des sanguinaires. Bien au contraire.
nous avons tenu des paroles responsables. Donc, il ne faut pas juger l'homme par rapport à la définition qu'on donne, mais il faut juger l'homme par rapport aux actes qu'il pose. Donc, on n'est pas dangereux par définition, on l'est par action. Donc, quels sont les actes qu'on a posés qui démontrent qu'ils sont des miliciens? Pendant nos meetings, ils nous ont viré des armes. Qu'ils envoient les vidéos. Si au cours de nos meetings, ils nous ont viré des armes, en train d'aller de maison en maison pour tuer des gens, on entend leurs vidéos. Je pense que Charles Blé Goudé, c'est un leader politique très gênant, qui monte en puissance, qui monte vraiment en puissance et qui fait peur au groupe de Soro Guillaume et Ahmed Bakayoko, qui veulent aussi prétendre diriger la Côte d'Ivoire et qui n'ont pas le même background et le même charisme que lui. Donc il faut l'écarter. Et c'est ce qu'ils ont fait en utilisant la CPI. Mais ils sont déjà vaincus. Le président Alassane Ouattara, de son voyage en France, a juré de ne plus envoyer d'Ivoiriens à la CPI. Qu'en dites-vous? Mais je ne suis pas surpris. C'est le contexte qui m'aurait étonné. Ils sont dans un amour idyllique. Et tout à fait dans cette démarche-là, il faut mieux le comprendre. Ils sont véritablement amoureux. La CPI et la justice ivoirienne sont en symbiose. Je dirais même des sœurs siamoises. Vous savez, c'est un amour. Et donc aujourd'hui, on attend que, je veux dire, l'amour s'effrite et qu'ils commencent à avoir des discussions entre eux. Mais je suis convaincu qu'avec la pression des intellectuels, la pression des hommes politiques et de la presse française qui se réveille d'ailleurs, et je les en félicite. La vérité sera sûre, la vérité sera dite. Mais pour le moment, ils peuvent se reposer tranquillement, mais avec le temps, tôt ou tard, ils répondront de leurs actes. Parce que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité sont des crimes imprescriptibles. Donc ils vont passer tôt ou tard à la casserole. Tôt ou tard. Mais je pense que c'est au sortir de la rencontre avec François Hollande que Ouattara, voulant crédibiliser son action, voulant rassurer son équipe, sort là et montre qu'il tient encore la manette et que bon, mais il n'y a pas à craindre. Juste, c'est vrai. Mais ne soyons pas surpris. On verra ce que ça va donner plus tard. Monsieur Dakouré, revenons un peu en arrière. Comment le dites, il n'y a pas de fumée sans feu? Vous savez, sous Laurent Gbagbo, il n'y a jamais eu de feu. Il faut en apercevoir la fumée. Ça n'a jamais existé. Et c'est la thèse de nos adversaires. Et donc j'ai été là pour apporter l'antithèse. Et je demande aux Africains de faire la synthèse. Mais à la fin, ils trouveront que c'est de la foutaise internationale. C'est de la distraction stratégique. Parce que à la vérité et à la lecture du fait politique et à la lecture des événements, vous conviendrez avec moi que le président Laurent Gbagbo n'a jamais, dans sa pensée, dans sa démarche, pensé à détruire et à tuer des populations. Ça, jamais de la vie. Donc c'est de la foutaise. Pour le récomptage des voix, demandé par le président Gbagbo pour maintenir la paix sociale, mais proposition refusée par la communauté internationale, qu'avez-vous à dire? Bien. Je pense que cette proposition est une proposition de paix. Mais ce n'est pas le recomptage des voix n'est pas une invention de Laurent Gbagbo. Pour les mêmes élections présidentielles qui se sont tenues en Haïti, le 28 novembre, en Côte d'Ivoire, à la même date, il y a les élections présidentielles le même 28 novembre. Le premier tour des élections présidentielles en Haïti, il y a des problèmes. Il y a une crise qui est née. Alors que va faire l'ONU? L'ONU va envoyer un émissaire en la personne de l'ancien chef d'État américain, Bill Clinton. Quand il arrive en Haïti, il fait une proposition intéressante, une proposition intelligente et sage. Bill Clinton demande aux différents acteurs de la crise d'accepter le recomptage des voix. Et que cela aurait alors, je vais dire, l'avantage de mettre fin à la crise et d'éviter la guerre civile. Cela a été accepté. Et Martelly, qui était venu en troisième position, après le recomptage, il était maintenant en deuxième position. La guerre a été évitée. Donc, s'instruisant de cette proposition très intelligente et intéressante, le président Laurent Gbagbo, pour éviter la crise, la guerre en Côte d'Ivoire et la guerre civile, fait alors utiliser cette proposition pour, je vais dire, apporter une solution négociée à la crise ivoirienne. Et qu'est-ce qu'il fait? Il demande alors qu'il y ait un recomptage des voix. Il a dit ceci: j'invite tous les Africains, j'invite même l'ONU, les Russes, les Américains, les Français, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Et nous allons recompter les voix.
pour voir qui a gagné les élections. Si à l'issue de ce reportage, j'ai perdu les élections, je rends ma démission. Mais si j'ai gagné les élections, qu'on me laisse travailler. C'est la meilleure des propositions. C'est une proposition de paix. Quelqu'un qui est dans cette dynamique ne peut pas encore en retour se lever et avoir un plan pour aller massacrer des Ivoiriens. Ce n'est pas possible. Mais quand il a fait cette proposition, quelle a été la réaction de l'ONU? Vous allez voir qu'il y a la politique de 2 poids, 2 mesures. À l'occasion du 16e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Ban Ki-moon a été invité. Et ce jour-là même, Sarkozy était présent pour manipuler les chefs d'État. Ban Ki-moon a dit ceci. Le recomptage des voix en Côte d'Ivoire est une injustice contre Alassane Dramane Ouattara. La communauté internationale a reconnu Ouattara comme le vainqueur des élections présidentielles. Point final. Ça, c'est quelle proposition? C'est une proposition barbare. Donc, c'est Ban Ki-moon qui est à la base de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. On aurait pu éviter cette crise-là et faire l'économie de ces morts comme cela a été fait en Haïti. Le rôle premier de l'ONU, c'est de créer la paix dans le monde, d'apporter la paix dans le monde. Et quand vous lisez bien la charte des Nations Unies, cela est inscrit en lettres d'or. Mais pourquoi est-ce que l'ONU qui avait le rôle d'apporter la paix décide d'embarquer, de s'engouffrer dans un labyrinthe qui pourrait aboutir à une crise et à des tueries massives? Monsieur Dakouré, vous dites que Monsieur Gbagbo est un démocrate. Pourquoi il se retrouve en prison? La question, en tout cas, c'est à Ban Ki-moon de répondre. Mais quand je dis que c'est un démocrate, je vais dire, mais c'est pas aussi un démocrate, mais c'est un technocrate. Un technocrate. Et puis, on dirait aussi que le président Laurent Gbagbo, c'est... Vous voyez, il est venu pour la rupture. Parce que dans la vie, il ne faut pas être misogynoïste. Gbagbo n'est pas misogynoïste. C'est quelqu'un qui n'a pas peur du changement. Et Gbagbo est dans l'esprit de ceux, je vais dire, dans l'esprit de Thomas Sankara, dans l'esprit de Patrice Lumumba, dans l'esprit de Kwame Nkrumah, pour que les Africains s'approprient eux-mêmes leur destin. Vous savez, le problème de Laurent Gbagbo, c'est simple. C'est économique. Le président Laurent Gbagbo veut que les ressources de notre pays appartiennent aux Africains. Et le président Laurent Gbagbo refuse de prendre des ordres à partir de Paris. Parce que nos ressources nous appartiennent. Regardez le franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie coloniale qui existe encore et qui est gérée par le Trésor français. Vous savez combien le Trésor français prélève? Le Trésor français prélève 50% de nos devises étrangères, gérées dans les caisses françaises. Mais pourquoi? Donc le président veut mettre fin à cela. Gbagbo décide qu'il y ait une monnaie communautaire au niveau de la CEDEAO pour que les Africains eux-mêmes gèrent leur propre monnaie. Parce que l'indépendance suppose l'indépendance économique et financière. Si on n'a pas, nous on ne peut même pas gérer, si on n'a pas la possibilité de gérer notre propre monnaie, on ne maîtrisera pas notre politique économique et financière. Et transformer aussi nos matières premières. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, quand on parle de la Chine, quand on parle de l'Indonésie et des pays en développement, mais c'est parce que ces pays-là transforment les matières premières. Donc la vision de Laurent Gbagbo, c'est de transformer nos matières premières et c'est de diversifier nos relations. Donc Gbagbo s'est détaché du biberonisme politique, pour parler comme ça à Brigoudé. C'est détaché notamment du tutorat français pour prendre ses responsabilités. Parce que quand même, nous sommes au 21e siècle et les Africains sont aujourd'hui mûrs. Donc voilà, c'est ça qui a valu tous les péchés d'Israël au président Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est pour des problèmes d'ordre économique. Sinon, tout ce qui est raconté, c'est du charabia. Voilà ce que j'ai voulu dire. Donc, Gbagbo, c'est un démocrate, ça c'est vrai. C'est sous Gbagbo Laurent qu'il y a eu la dépénalisation des délits de presse. C'est-à-dire qu'aucun journaliste ne sera mis en prison pour ce qu'il dit et pour ce qu'il écrit dans l'exercice de ses fonctions. C'est sous Laurent Gbagbo. Cette loi n'existe même pas en France. C'est vrai que par coutume, le chef de l'État ne poursuit pas les journalistes, mais nous, cela a été évidemment le législateur à voter cette loi. C'est très important. Donc quelqu'un qui a de telles dispositions ne peut pas se permettre de se comporter comme un dictateur. Donc vraiment cela est contradictoire à la vision du président Laurent Gbagbo. C'est un démocrate, vrai. Un démocrate chevronné qui a fait la prison
à cause de ses idées révolutionnaires. Et ces idées révolutionnaires-là, c'est la démocratie. Gbagbo a dit, la démocratie permet au peuple de dire, quand il a faim, qu'il a faim, et de décider de qui va diriger à travers le vote. Donc c'est un enfant des élections. Donc ce qu'on lui reproche là ne colle pas à la réalité. Bref, je m'arrête là. Thank you, Mr. Richard Dacoury, for clarifying these major points for our 4 million viewers. Ladies and gentlemen, this is the end of our breaking news. Thank you. Special thanks to Mr. Shilo, my chief executive, who does a lot to provide high standard guests. Very soon you'll be served a special guest interview with Charles Konan Banny, former Ivorian First Minister, ex-governor of the West African country's central bank. La nuit Thank you. précédente, les patriotes ont les nerfs à fleur de peau. Charles Blé Goudé est pris entre le marteau et l'enclume, lui qui veut éviter absolument d'autres exactions sur rien. Il y a un piège dans lequel on ne doit pas tomber. Quel est ce piège? C'est la guerre civile. Or, là où l'ONU ne réussit pas à installer la personnalité de son choix, l'ONU installe un état de non-droit. Quand tu aimes un pays, ce pays-là, tu veux le voir évoluer. Voyez-vous? Il est contraint selon les règles démocratiques de l'Alliance des jeunes patriotes. La base décide, les chefs orientent et organisent. Charles Blé Goudé et ses amis lancent l'opération La Chute de l'étalon du Golfe. Une fois que vous avez décidé là, c'est à moi maintenant et mes amis d'orienter. Avant une semaine, le temps qu'on s'organise réellement dans les quartiers, véritablement, avant une semaine, je vais vous appeler devant le Golf Hotel. Charles Blé Goudé, leader de la Galaxie patriotique, a donné rendez-vous à la presse ce mercredi 23 mars 2011 à l'hôtel communal de Cocody. Au menu des discussions, le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire et la question de la majorité au sein de la population ivoirienne. Le général des jeunes patriotes s'est réjoui de la mobilisation de ses camarades à son appel à aller sous les drapeaux pour défendre la patrie attaquée de toutes parts. Au nombre de ces attaques, il a une nouvelle fois indexé l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire et son patron Yoon Jin Choi. Pour le général de la rue, comme on l'appelle, plus que jamais, c'est l'ONU qui est, au vu de son attitude, l'ennemi numéro 1 de la Côte d'Ivoire. Dans ce combat pour la vérité et la raison, Charles Blé Goudé lance un défi aux détracteurs de la Côte d'Ivoire. Celui-là suit la majorité. Nous allons faire le petit jeu. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'à partir de cette conférence de presse, le monde entier sache en Côte d'Ivoire qui est minoritaire, qui est majoritaire. Et au nom des jeunes patriotes, nous allons jouer ce petit jeu. Et je suis content que toute la presse internationale est là. Je vous ai lancé un appel au soulèvement populaire en 2002. En 2004, quand l'armée française est tentée d'attaquer nos avions, au nom de mes amis, je vous ai lancé ce même appel. Eh bien, le samedi 26, si c'est vous qui avez élu Gbagbo Laurent et que l'on veut faire croire qu'il est minoritaire, vous allez prouver que Gbagbo est majoritaire à Abidjan et je vous appelle à un soulèvement populaire à Abidjan le samedi 26 mars. Depuis le début de la mascarade internationale orchestrée par Nicolas Sarkozy et Yoon Jin Choi, des interrogations fusent de partout. Si les Ivoiriens, les vrais, eux connaissent à leur président, Charles Blé Goudé veut qu'il en soit ainsi pour le monde entier, pour que cesse le balai mensonger de cette communauté dite internationale. Trop c'est trop. Nous, ceux qui ont voulu servir dans l'armée et qui sont en train d'être enregistrés, je vous dis, vous allez venir faire votre dernière action civile avec nous. D'abord, les meetings. À l'appel de la mobilisation historique lancée par le général Charles Blé Goudé, leader de la Galaxie patriotique, les jeunes, les femmes, les hommes de tous âges ont répondu massivement présents. Il a également lancé cet appel à tous les artistes ivoiriens qui sont venus, ont célébré, ont jubilé, ont dansé. Suivez ces moments forts.
Mobilisation des Ivoiriens pour leur patrie. Depuis 8 ans, ils battent le pavé par des rassemblements pacifiques pour prouver au monde leur choix idéologique. Ces hommes, ces jeunes et ces femmes, encore une fois, ont pris d'assaut le stade Champrou et ses abords dimanche dernier pour communier avec les forces de défense et de sécurité ainsi qu'avec les travailleurs. En réalité, ce rassemblement populaire était destiné à consacrer le corps résistant ivoirien, un chef, une seule armée et un peuple. 2 communications majeures ont été entendues, celle du ministre Charles Blé Goudé qui s'est interrogé sur la pertinence et l'opportunité de l'intervention de l'ECOMOG en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fonctionne. Peut-être qu'elle ne fonctionne pas très bien comme tous les pays en crise, mais la Côte d'Ivoire fonctionne. Tous les matins, les Ivoiriens vont au travail et la Côte d'Ivoire est calme. Le COMOG qui arrive en Côte d'Ivoire, elle vient apporter. L'ONU qui a voté une résolution pour envoyer 2000 soldats en plus en Côte d'Ivoire, c'est pour apporter quoi? Ce peuple-là que vous provoquez a consisté à rassurer la jeunesse et le peuple. Je fais une petite vérification. Quand il dit que la solution, mais Ouattara se met au-dessus de Dieu. Ils ont leur démarche. Ils sont prêts à nous déposséder de tous nos biens. Ils sont prêts à vendre la Côte d'Ivoire. Ils s'en foutent. Ouattara s'en fout. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens ne souffrent pas. Ce n'est pas son problème. Comme les Américains le disent, il doesn't care. Puis il n'était pas associé au RDR pour faire front républicain. Ça n'a pas marché. Bien. RDS est associé aujourd'hui au PDCI, au FRADP. Vous voyez ce qu'ils ont fait comme résultat? Bien. Et alors, demain, et prochainement aussi, FPI et PDCI. La politique, là, on ne la fait pas avec des émotions. La réelle politique, là, c'est avec l'appréciation du terrain. Nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas un parti politique qui est majoritaire. Hein. Pour être au pouvoir, pour s'asseoir sur le fauteuil rouge, là, il faut avoir un allié. Le PDCI et le RDR ne se ressemblent pas trop. Mais c'est leur leader qui ressemble beaucoup à l'autre. Parce qu'il a perdu toutes ses facultés. Oui, oui. Henri Konan Bédié ne sait plus où il va. Même si c'est d'où il vient, il ne sait plus où il va. Il marche à la languette. Et il poursuit l'argent.
L'argent, l'argent et l'argent.